Event data. Alors, donc pour l'exemple d'application sur lequel nous allons travailler et que je vais partager avec vous, donc soit au niveau du code source, une partie, je vais vous montrer comment on l'a développé en live même aujourd'hui. Alors, l'exemple, c'est quoi? C'est un système réactif d'automatisation du processus de contravention routière lié aux excès de vitesse détectés par les radars automatiques. Bon, ça, c'est un problème que vous connaissez bien. Vous conduisez votre voiture, vous passez dans des routes et après, il y a des radars automatiques. Bien, une fois qu'il y a un dépassement de vitesse, il y a le radar. Bon, il y a des radars automatiques qui vont être, si vous voulez, c'est des capteurs qui vont détecter les dépassements de vitesse. Après, par la suite, chaque dépassement de vitesse, ben nous, on va créer un microservice qu'on va appeler radar Manager Command. Donc, si vous voulez, c'est le microservice qui permet de gérer, soi-disant, les radars. Alors, dans notre exemple ici, donc, dans le simulateur, parce qu'en fait, pour nous, donc, le radar, en fait, on va le simuler avec une application qui va générer, soi-disant, des dépassements de vitesse. Et pour chaque dépassement de vitesse, ben, on va utiliser une communication, idéalement, c'est gRPC. Ça peut être REST. Je pense dans l'exemple que je vais vous laisser sur GitHub, donc j'ai utilisé REST, donc j'ai pas implémenté gRPC, mais idéalement, donc on peut utiliser donc gRPC. Donc ici, chaque en fait chaque excès de vitesse va être traduit sous forme d'une requête qui va vers c'est-à-dire vers ce microservice. Alors ce microservice, donc c'est la partie commande. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il reçoit donc plein c'est-à-dire de requêtes qui va traduire sous forme de commandes. Et ces commandes vont être traitées. Et après, ces commandes vont générer des événements. Et ces événements vont être publiés dans l'event bus qui seront stockés dans l'event store. C'est-à-dire, dans un premier temps, on aura en fait juste à voir un peu ce mécanisme-là. Et après, on va consulter l'event store, on va regarder un peu ce qui se passe, etc. Alors après, donc ça, c'est la partie commande. Alors maintenant, pour la partie lecture, parce que j'ai besoin de faire un système réactif, donc la partie lecture du radar, donc qui va écouter les événements, ben, tous les événements, donc ici, le dépassement de vitesse, on va les recevoir, et après, on va les projeter, on va les visualiser dans une base de données, mais en même temps, on va les voir dans la partie UI. Alors, dans l'exemple, je vais utiliser donc Angular, c'est le framework avec donc en utilisant NGRX. NGRX, donc c'est en fait pour faire le state management. Donc la même chose, c'est très important. Même dans la partie UI, on va retrouver des patterns qui ressemblent encore à ces patterns event sourcing. Donc même dans la partie UI, donc on va prendre les mêmes pratiques à peu près. Donc ça va renforcer un petit peu, je pense, vos compétences aussi à ce niveau-là. Et donc, ce qui fait qu'ici, on peut voir en temps réel ce qui se passe. Donc, on peut voir, par exemple, les dépassements de vitesse. S'il y a un radar qui s'ajoute, s'il y a un radar qui tombe en panne, on peut le voir en temps réel. Donc, je n'ai pas besoin, en fait, ici, on va essayer de voir un système réactif, c'est-à-dire l'interface. Il visualise un peu ce qui se passe dans le système. Et après, la même chose, la partie commande, il y aura une partie UI. Après, par la suite, donc, ces événements-là, ils sont dans le Event Store, mais après, on ne va pas les garder comme ça. Il y a un autre service, notamment le service d'immatriculation des véhicules, parce que quand vous avez, en fait, le radar, quand il va flasher un véhicule, ben, il va détecter le numéro de matricule du véhicule et il va envoyer le numéro de matricule, il va envoyer la vitesse, c'est-à-dire du véhicule. Et avec ces informations-là, après, on a besoin de rédiger des contraventions. Alors pour cela, donc, à un moment donné, nous aurons besoin de savoir pour ce véhicule-là, quel est le propriétaire. Alors finalement, qu'est-ce qui va gérer les propriétaires et les véhicules? Ben, c'est ce microservice, Radar Registration Service, c'est-à-dire plutôt Vehicle Registration Service, commande. Donc c'est le service d'immatriculation, c'est-à-dire pour nous,
Ça peut être, par exemple, le service des mines, parce que c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est toute la flotte des véhicules. Donc, ils sont enregistrés. Donc, ça, c'est un domaine indépendant. C'est une application complètement différente dans laquelle on va gérer donc des véhicules, on va gérer des propriétaires. Et après, un véhicule peut avoir un propriétaire à une date donnée, mais après, il peut changer de propriétaire. Donc, ça veut dire que ça, c'est un domaine à part. Donc, ce qui fait que la même chose ici. Donc, il y aura un service, une application qui va permettre d'ajouter des véhicules, d'affecter des véhicules à des propriétaires. Et la même chose, donc, tous ces événements qui vont se produire là, ils vont être traduits sous forme d'événements qui vont être écoutés par d'autres microservices. Alors, d'abord, il y a la partie query, parce qu'en fait, toujours la partie query, il écoute les services de la partie commande. Ça, c'est une chose dans le même microservice, si vous voulez. Donc, ce qui permet donc de la même chose d'avoir une base dans laquelle on peut consulter les véhicules, rechercher les véhicules, etc., etc. Et après, il y a le service de contravention. Donc, le service de contravention, donc, il va écouter les événements. Donc, chaque dépassement de vitesse qui est détecté par les radars, tout simplement, il a besoin de déterminer en quelque sorte quel est le propriétaire de ce véhicule. Justement, pour savoir le propriétaire du véhicule, parce qu'on ne connaît que le numéro de matricule, ça veut dire qu'il a besoin d'écouter également ces événements de ce service-là. Et après, il va les projeter dans sa propre base de données. Donc, ça veut dire que ce service contravention, il aura quelque part dans sa propre base de données synchronisé avec le reste, c'est-à-dire le véhicule et le propriétaire de chaque véhicule. Donc, ce qui fait que donc, s'il y a des commandes qui vont être émises là, ce qui va se traduire par la génération d'un événement de type contravention. Et ces contraventions, bien sûr, on a besoin de les récupérer. Donc, ces événements, il y a la partie lecture également qu'on va récupérer. Et après, la même chose avec sa partie UI, on peut visualiser donc ce qui se passe ici. Donc, ça, c'est un autre domaine dans lequel on peut voir, par exemple, à partir de là, par exemple, je peux consulter quelles sont les contraventions, dans quel état elles sont, est-ce qu'ils sont validés, est-ce qu'ils sont payés, etc., etc. Donc, tout ça, on peut le voir ici. Et après, le processus, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un autre service de notification. Alors, en fait, le service de notification, lui, il va écouter donc les contraventions. Alors, dès qu'il y a une contravention qui est émise, tout simplement, il va tout simplement notifier le propriétaire du véhicule. Bon, vous imaginez que c'est comme si vous êtes dans votre voiture. Dès que vous dépassez, vous avez un excès de vitesse et en temps réel, vous allez recevoir un SMS ou bien un email ou un message qui vous indique que, voilà, donc vous avez une contravention qui a été rédigée suite à un dépassement de vitesse par tel radar. Voilà les positions où se trouve le radar et vous avez toutes les preuves. Voilà le montant de la contravention à payer, etc. Voilà, il y a déjà quelqu'un qui a écrit Keycloak. Donc voilà, c'est la solution. Alors, est-ce que vous me confirmez si vous arrivez bien à voir le partage? Oui, OK. Alors, donc, le temps avance. Donc, ça, c'est… Voilà, alors ça, c'est ça, c'est l'architecture. Alors, ça, c'est quelques tests, tout ça, vous allez le voir. Alors, dans l'exemple, en fait, juste au niveau de l'architecture, donc, vous allez d'abord au niveau de la conception. Donc, si en réalité, par exemple, si je prends ce problème, donc, supposons, si vous voulez, par exemple, créer une application monolithique. C'est ça. Vous voulez créer une application monolithique, une seule application qui permet de faire ça. Alors que logiquement, c'est pas normal parce que vous avez des services qui sont complètement indépendants. C'est carrément des entités qui sont complètement indépendantes. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir comme ce qu'on appelle de Global Data Model? C'est-à-dire, vous voulez créer un diagramme de classe dans lequel vous représentez le modèle.
Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai des radars que je vais gérer. Euh, pour chaque radar, on va générer ce qu'on appelle overspeed detection, c'est-à-dire des détections des dépassements de vitesse. Et pour chaque dépassement de vitesse, normalement, ça concerne un véhicule. Donc, vous avez ici une relation avec véhicule. Et chaque véhicule peut avoir des ownerships, c'est-à-dire des propriétaires. Alors, chaque ownership, ça concerne un propriétaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce véhicule-là, il appartient à un propriétaire, mais à un autre moment donné, il appartient à un autre propriétaire. Ben, ici, donc, je vais utiliser ici une relation 1 à plusieurs, plusieurs à 1. Ici, donc, ça, c'est-à-dire c'est un véhicule et la propriété d'un propriétaire à une date donnée. Donc, ça, c'est la partie. Et après, pour chaque overspeed, chaque dépassement de vitesse, j'ai une contravention que je dois rédiger. Et chaque contravention correspond à un véhicule. Et pour chaque contravention, on va générer plusieurs notifications. Chaque notification concerne une contravention, bien sûr. Et bien sûr, cette notification va concerner un propriétaire. Donc, ça concerne le propriétaire du véhicule, c'est-à-dire le conducteur. Alors, vous voyez ici, donc c'est quoi? C'est un simple diagramme de classe. C'est ce qu'on appelle Global Data Model. Alors, ici, c'est une petite application, donc je peux toujours le visualiser comme ça. Et c'est toujours bien d'avoir un diagramme comme ça global, dans lequel je vois les interactions. Et après, je vais dire que ça, c'est un domaine. Donc, ça, c'est pour la gestion des radars. Il y a le domaine, tout ce qui est le service d'immatriculation. Il y a le domaine concernant le système de contravention, parce que c'est des domaines complètement différents, c'est des administrations carrément différentes. Et après, il y a le service de notification. Alors maintenant, si vous voulez utiliser une architecture microservice basée sur c'est-à-dire Event-Driven Architecture, ben, il faudrait carrément, c'est pareil, il faut découpler. Alors pour découpler, qu'est-ce qui va se passer? Alors vous voyez ici, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, c'est que ce microservice-là, regardez, par exemple, le service contravention. Le microservice contravention, lui, pour prendre des décisions, pour rédiger des contraventions, il aura besoin de quoi? Il aura besoin des informations sur les véhicules. Donc, c'est-à-dire que pour retrouver le propriétaire d'un véhicule, ben, il y a deux façons. Soit qu'il va contacter le microservice d'enregistrement, et dans ce cas-là, vous allez retrouver dans des services REST, c'est les architectures classiques, ou bien vous dites avec CQRS, avec Event Sourcing, voilà ce qu'on va faire, c'est que ici, ce service-là, contravention, ben, il aura besoin des informations sur les véhicules et pour chaque véhicule, on va garder son propriétaire. Donc, ce qui fait que ici, vous allez avoir ce qu'on appelle un système de duplication de données. C'est-à-dire, en fait, les véhicules, ils sont dans cette base de données, mais ils sont également dans l'autre base. Mais par contre, qu'est-ce qui gère les véhicules? C'est ce service. À chaque fois qu'il y a un véhicule qui s'ajoute, on va l'ajouter ici. Mais dès qu'on l'ajoute, il y a un événement qui va être reçu par le service de contravention. Il va prendre l'événement, il va le stocker dans sa propre base de données. Et du coup, donc, chaque microservice, il a ses propres données dans lesquelles il peut prendre les décisions. Donc, avec les événements, vous voyez donc, je découple complètement les domaines. Et c'est la même chose, par exemple, le service de notification, il a besoin d'avoir une table dans laquelle il va stocker les propriétaires. Et après, par la suite, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ça peut être un domaine relationnel, ça peut être un domaine, par exemple, orienté document, et ça peut être un domaine hiérarchique, etc. Donc, voilà. Alors, ça, c'est, si vous voulez, le modèle. Alors, pour l'architecture, donc, tel qu'il est défini, donc, vous aurez, donc, il faut mettre en place des services techniques Gateway, Eureka. En fait, ici, donc, je ne traite pas le service de configuration parce que ça, c'est quelque chose de simple. Vous pouvez l'ajouter simplement. Et après, j'ai les microservices, donc le service des véhicules, les radars, les contraventions, notifications. Et là, je vois ici donc le découpage, la partie écriture et la partie lecture. Query, command, query, command. C'est-à-dire, si vous voulez, chaque microservice lui-même, je le sépare en deux microservices comme ça.
au niveau de la scalabilité. Mais si vous n'avez pas un problème de scalabilité, c'est-à-dire un problème vraiment c'est-à-dire de surcharge, vous n'êtes pas censé découper les microservices, c'est-à-dire la partie lecture et la partie écriture, vous pouvez les mettre dans le même microservice. Mais idéalement, c'est pareil, c'est bien. Alors pour le projet, donc la structure des projets, alors pour la structure du projet, donc voilà comment on va faire. Donc on va créer un projet Spring, dans lequel on va ajouter plusieurs modules. Donc dans un même projet, parce que si vous créez des projets différents, donc vous allez vous perdre à un moment donné. Dans un projet Spring, on va ajouter des modules. Donc j'aurai le module contravention Core API. Et ça, c'est très important parce que tous les microservices que vous allez utiliser là, ils vont se partager des choses. Et si vous ne faites pas attention, vous allez faire beaucoup de copier-coller. C'est-à-dire, il y a beaucoup de code qui va copier-coller tout simplement. Pourquoi? Parce que chaque microservice a besoin d'utiliser, par exemple, les mêmes événements, les mêmes DTO, etc. Donc, dans les bonnes pratiques, vous créez un projet, un module qu'on va appeler Core API. C'est un module dans lequel, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre les événements. Il faut créer les commandes, les événements, les queries, les requêtes, parce qu'en fait, ça, c'est dans la partie CQRS Event Sourcing. Ben, il faut créer les différents événements, les différentes commandes et les différentes queries. Et en même temps, les DTO et les énumérateurs. Alors, globalement, toutes ces données-là, c'est des choses communes. C'est des choses qu'on va réutiliser dans tous les microservices. Et pour ne pas vraiment faire, c'est-à-dire des copier-coller, vous travaillez ça, c'est-à-dire tout ce qui est les objets communs, ben, vous les mettez dans ce qu'on appelle un module que vous allez appeler Core API. Alors, idéalement, par exemple, les commandes, les events, les queries, les DTO, les énumérateurs, vous travaillez avec Kotlin. Vous pouvez travailler avec Java. Bon, Java, donc vous créez des classes, les getters et setters. Bon, avec Lombok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais c'est des objets, c'est plus rapide de les faire avec Kotlin. Donc, ce qui fait que ce que je vous propose dans ce projet, c'est que la partie de Core API, on va écrire les objets en Kotlin et c'est plus rapide. Vraiment, ajouter un événement, un query ou bien un DTO, c'est des choses qu'on peut faire assez rapidement. C'est pour cela que je préfère généralement tout ce qui est ces objets communs. Donc, vous travaillez avec Kotlin, mais rien n'empêche que vous pouvez utiliser Java. Alors après, j'ai chaque module, par exemple, dans ce module, j'ai radar module. Je vais créer un autre module. Si vous voulez, le module, c'est un projet Maven, à l'intérieur duquel je vais créer les deux microservices, c'est-à-dire deux autres modules, à savoir la partie commande, radar commande et radar query, c'est-à-dire la partie écriture et la partie lecture du microservice. Donc, vous avez donc, et là, pour moi, ça me semble, cette organisation, elle est très, très intéressante. Pourquoi? Parce que même c'est la partie query et la partie commande, parfois, ils ont des choses en commun. Et comme ils ont des choses en commun, il vaudrait mieux les déclarer dans le module, radar module. Ben, du coup, donc, vous optimisez un peu votre code, le temps d'écriture de votre code. Mais c'est la même chose pour la gestion des véhicules. Donc, vous avez la partie commande et la partie query. Alors, la partie contravention, la même chose, c'est un module. Il y a la partie commande, la partie query. Et après, il y a Radar Device Simulator, je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ça, c'est un projet Spring une application indépendante. Généralement, il ne va rien partager avec les autres. Donc, pourquoi? Parce que ça peut être une simple application. Normalement, c'est un système embarqué. Parce qu'un radar, normalement, c'est un système embarqué qui va, une fois qu'il détecte le radar détecte le dépassement de vitesse, ben, il va envoyer l'information. Alors, quelle technique utiliser? Alors, moi, je disais, on peut utiliser donc gRPC ou bien REST, mais dans la pratique, on peut être dans une situation, si vous êtes dans un système entièrement connecté, ben, tout simplement, on peut carrément, le radar device lui-même, il peut émettre des événements. C'est-à-dire, si lui-même, il peut mettre des événements sur le broker, ben, du coup, donc, les autres, ils peuvent les recevoir. Ou bien,
souvent, dans la majorité des cas, c'est que les radars, on n'est pas sûr qu'ils soient connectés. Donc, c'est-à-dire, ils peuvent se situer dans une zone qui n'est pas couverte. Ben, du coup, donc, on peut utiliser des SMS, c'est-à-dire les radars, ils peuvent envoyer des SMS ou bien c'est-à-dire, ils utilisent tous les moyens possibles en dehors de la connexion et ils utilisent des moyens pour transmettre l'information. Donc, mais j'ai pas traité vraiment ce cas-là ici. Et le module notification, la même chose avec sa partie commande, sa partie query. Et après, on aura besoin de Eureka Discovery et Gateway Service. Donc, ça, c'est l'architecture du projet. Alors, pour les dépendances. Alors, pour les dépendances, donc, vous avez le module, c'est-à-dire ce projet-là. Donc, ça, c'est un projet Spring Boot, qu'on va créer au départ, dans lequel on va, donc, ça, vous voyez, donc, c'est Spring Boot. Alors, j'utilise la version de 0.5.3 parce que j'ai trouvé que dans la nouvelle version, avec la version que j'utilise de Axon, il y a des petits problèmes, enfin des petits problèmes, c'est-à-dire je n'ai pas trop cherché, il y a un petit conflit, mais donc c'est pour cela que donc si vous voulez, donc j'ai gardé la version de 0.5.3 qui va avec la version que j'utilise de Axon Framework. Alors ici donc j'utilise en fait la version de Kotlin, c'est cette version-là. Spring Cloud, j'utilise cette version. Donc, ça veut dire qu'on va, dans ce module principal, on va intégrer toutes les dépendances pour ne pas à chaque fois déclarer les dépendances dans tous les projets. Donc, je le fais une fois pour toutes dans le module principal, c'est-à-dire dans ce module-là, celui-là. Donc, je vais avoir donc quelles sont les dépendances. Il y a Spring Data, GPA. Il y a la partie Spring Starter Web, c'est la partie web. Tous les modules tous les microservices vont utiliser H2 Database. Et c'est très intéressant de commencer par H2 Database. Comme ça, vous allez voir vraiment l'intérêt de Event Sourcing. Mais après, vous pouvez basculer facilement vers un SGBD. Alors, j'utilise Spring Open API UI, c'est Swagger. Vous voyez, donc, c'est très, très utile. Il faut toujours l'ajouter dans les dépendances. Alors, ça, c'est pour Kotlin. Donc, ça, c'est Kotlin, ça, c'est la première. Tout ça, c'est les trois dépendances, c'est pour utiliser Kotlin. Et après, j'ai besoin de Lombok. J'ai besoin de Mapstruct parce que j'ai besoin de mapper les objets, les entités et les DTO. Donc, ça, je l'utilise également ici. Et voilà, donc ça, c'est pour le Spring Boot test. Et après, donc, il y a Accent Framework. Donc, le framework Accent, j'utilise la version 4.5.2. Alors ici, donc, j'utilise Accent Server, donc c'est-à-dire je mets en commentaire cette partie-là parce que si vous souhaitez désactiver Accent Server, il faut ajouter l'exclusion ici. Donc, si vous souhaitez, par exemple, implémenter le Event Store avec, par exemple, avec MongoDB, par exemple, et vous voulez implémenter l'Event Bus avec un autre broker, donc, vous pouvez activer cette dépendance-là pour désactiver Accent Server et après, vous utilisez d'autres solutions, par exemple, l'implémentation par défaut. Donc, ici, donc, je suis dans une solution basée sur Accent Server. Et après, donc, pour faire vous voyez, donc, j'ai une application réactive. À chaque fois, il y a quelque chose qui change dans le système. On va pousser des événements avec server-side event vers la partie UI. Comme ça, on peut voir dans la partie UI des choses en temps réel. Donc ici, donc c'est pour cela que j'ai ajouté donc Reactor Core. Donc ça, c'est la partie réactive de Spring, si vous voulez. Donc ça, c'est une dépendance dont on aura besoin. Et après, j'ai besoin également que tous les microservices s'enregistrent dans Eureka Discovery. Donc, c'est pour cela que j'utilise ici donc Eureka Spring Cloud Starter Netflix Eureka Client. Alors, ça, c'est pour cela, en fait, on le fait une fois pour toutes. Alors après, donc, avec cette version de Spring Cloud et cette version de Axon, donc, j'ai vu qu'il faut ajouter cette dépendance. Donc, ça, normalement, c'est une dépense qui est inclue, mais il y a un petit conflit de version. Donc, c'est pour cela, si vous utilisez la même version, donc c'est Gava de Google. Donc, ça, c'est une dépendance normalement qui est toujours dans votre système, mais si vous voulez changer la version, vous pouvez la déclarer. Et voilà, c'est ça les dépendances. Ça, c'est pour Spring Cloud. Donc, ça, c'est la version.
Le plugin, c'est Spring classique, donc le reste, c'est du reste. Alors, pour ça, c'est les plugins. Alors, pour les plugins, donc, pour Kotlin, voilà. Donc, si vous voulez travailler avec Kotlin, donc, vous ajoutez ce plugin Kotlin. Bon, ça, c'est du copier-coller. Et après, pour du moment que vous utilisez donc Mapstract plus Lombok, il faut ajouter donc, il faut reconfigurer Maven Compiler plugin dans lequel vous spécifiez donc, voyez donc ici Lombok et Mapstract Processor. Donc ça c'est, j'ai déjà parlé de ça en tout cas, donc c'est les dépendances qu'il faut avoir. Alors ça c'est pour les dépendances du projet. Alors pour par exemple Core API. Alors pour Core API, c'est un simple projet Maven. Donc, vous voyez donc ici, c'est quoi le parent? Le parent, c'est contravention, c'est-à-dire c'est ce module-là. Vous voyez déjà donc ce module-là, c'est-à-dire ce module, il se compose de plusieurs modules, Core API, Radar Service, Radar Device, Centre d'immatriculation, Eureka Discovery, etc. Donc, ça, c'est les modules qui sont dans le projet. Et alors, pour construire, si vous voulez, bon, donc je vous montre d'abord comment construire l'architecture parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé ça. Je vous montre comment construire l'architecture du projet et après, on commence progressivement. Ici, donc, je vais me masquer, celle-là. OK. Alors, ici, donc, ce que je peux faire, si vous voulez, l'idée, c'est quoi? C'est que vous voulez créer un projet, donc, on va créer un projet au début, donc, vous créez un projet Spring. Le premier projet que vous allez créer, vous lui dites, par exemple, ça, c'est contravention proj. Ça, c'est le projet. Contravention CQRS. Event Sourcing, ES. Alors, c'est un projet Spring. Ici, donc, je vais utiliser donc, le groupe ID, par exemple, com.andrea. Alors, ça, c'est la version 8 que j'utilise. Et après, pour les dépendances communes, bon, ici, donc, j'utilise la version, je vais garder la version, mais après, je peux la changer. Alors, ici, donc, j'aurai besoin de Spring Data GPA. Après, je vais copier tout ça. J'aurai besoin de la partie web. J'aurai besoin de la partie de Lombok. J'aurai besoin alors Spring Web H2 Database. Ainsi de suite. Et après, vous pouvez ajouter les autres dépendances en fait manuellement. Sinon, c'est du moment que vous savez que vous utilisez donc Spring Cloud, de préférence de l'activer dès le départ, c'est-à-dire Eureka, Discovery Client, et vous créez le projet. Alors après, on va corriger les versions et le reste. New. Alors ça, c'est le projet. Alors, avant de créer le reste, donc, il va falloir corriger un peu les dépendances. Alors ici, donc, ça, c'est le projet. D'abord, comme je disais, donc, la version, je vais un peu m'inspirer de ça, comme ça, je ne vais pas avoir de surprise. Alors, je vais utiliser donc la version. Alors, je vais prendre mes dépendances telles que je les ai montrées. Alors, tout ça, vous pouvez le copier directement à partir de GitHub. Donc, ici, la version, c'est 2.3. Voilà, 2.3.5. Je change ici. Alors, ça, c'est fait. La version ici. Alors, pour Spring Cloud, la même chose. Donc, je vais changer la version. Alors, la version Spring Cloud, la version Kotlin.
Bon, c'est-à-dire, je vais prendre Properties que j'ai ici et les dépendances, les mêmes. Alors, c'est celle que je viens de vous montrer. Va être les mêmes dépendances. Et également, je vais prendre les mêmes plugins jusque-là. Kbuild. Alors, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc, je prends de là jusqu'à CTRL V. Alors, ça, c'est en quelque sorte, pour cet exemple-là, c'est en quelque sorte ce que vous allez faire. Donc, ici, donc voilà, il faut s'assurer que tout va bien. A priori, il n'y a pas de problème. Toutes les dépendances sont chargées. Et après, on va commencer à ajouter des modules. Alors, le premier module que vous ajoutez, donc ici, donc New Module, alors qu'on va l'appeler Core API. Je vais l'appeler par exemple contravention, contrave, Core API. Core API. Alors, ce n'est pas un projet Spring, c'est un projet Maven. Donc, je vais mettre Maven. Donc, ça, c'est Core API. Alors, les dépendances, rien à ajouter. Alors, le projet s'appelle, alors c'est Java 8. Alors, qu'est-ce que je vais, ouais, donc je dois changer le nom. Alors, c'est Contrave, Core API. Alors, le groupe ID, alors comme Adria, donc Contrave API, donc je peux le laisser comme ça. Finish. Alors, ça, c'est le premier module. Alors, bien sûr, ce module, si vous regardez son pomme, alors il faut, vous voyez donc le parent, le projet parent, c'est quoi? C'est ce projet-là, c'est ce module, c'est-à-dire contravention sécurité S, ça c'est le projet parent. Et après, donc il n'y a pas de dépendance, rien de particulier. Et en même temps, si vous regardez ici pomme XML, vous allez voir qu'il va ajouter ces modules. Il y a un module qui vient d'être ajouté, c'est celui-là. Alors, ça, c'est le premier module. Le deuxième module que je vais ajouter, c'est la partie véhicule. Donc, je vais ajouter un module véhicule. C'est un projet Spring. Spring, véhicule. Alors, ça, c'est le centre d'immatriculation, si vous voulez, je l'appelle véhicule comme ça. Alors, ça, c'est la version 8. Alors, le même comme point Adria. Donc, je garde toujours le même groupe ID. Ça va, bien sûr, ça facilite les choses. Alors, next. Aucune dépendance à ajouter. Finish. Après, s'il y a des dépendances, on va essayer de le voir. Alors, ce projet-là est créé, mais il faut le corriger parce que vous venez d'ajouter un module. C'est un projet Spring. C'est un projet Spring, normalement, dans POM XML. Alors, cette fois-ci, le parent, ça ne va pas être Spring Boot, mais ça doit être ce projet-là. Donc, il dit quoi? Donc, je vais supprimer ça. Parce que sinon, vous allez avoir des projets indépendants. Mais maintenant, c'est un module, c'est un projet qui dépend de l'autre. Donc, ici, donc, je vais utiliser, normalement, c'est un projet Spring. Alors, ici, donc, je vais utiliser donc group ID. Alors, group ID, donc, si vous voulez directement Artifact ID, comme ça, on peut le retrouver, Artifact ID. Donc, c'est contravention directement, CQRS. Voilà, group ID. Donc, ça, c'est le module. Alors, je mets à jour. Mais en même temps, il faudrait que ce soit un module. Parce que ici, vous voyez ici, parce que c'est un projet Spring, il ne l'a pas ajouté comme module parce que pour lui, un projet Spring, lui, il se base déjà sur un module qui est Spring Boot Parent. Alors ici, donc, je vais l'ajouter. Module.
c'est vehicle. Alors, ça, c'est un module. Et après, donc, faites mise à jour parce que c'est comme ça qu'il pourra construire votre projet. Ça, c'est le. Vous voyez, donc, ici, donc, je fais pour véhicule. Alors, maintenant, véhicule, c'est un module dans lequel je vais avoir la partie query et la partie commande. Là, encore, ces deux modules. À l'intérieur de ce module, je vais ajouter deux modules. Donc, vehicle commande, CMD. Alors, j'essaie d'éviter les mêmes noms que j'ai dans l'autre projet, comme ça. Alors, véhicule commande, service. Alors, ça, il faut montrer que c'est un service maintenant. C'est un microservice. Et la même chose ici, donc, je peux garder ce forme d'un projet Spring Boot. Pas de problème. Next. Finish. Et après, on va corriger sa structure. Alors, pour corriger sa structure, on va regarder ici encore à l'intérieur de ce projet. Voilà. Donc, il va falloir lui dire, finalement, ce projet-là, du moment que lui-même, son parent, c'est celui-là. Donc, je vais supprimer ça et je vais utiliser Artifact ID, c'est vehicle tout court. Voilà. Alors, ça, c'est le module. Et après, la même chose, il faut revenir sur vehicle, .xml. Et après, il faut dire, d'abord, il faut lui dire que c'est déjà, bon, parce que c'est un module. C'est-à-dire, c'est un, donc, dans le packaging, il faut utiliser POM. Parce qu'en fait, par défaut, c'est jar. Donc, vous voyez, donc, le packaging, ça peut être soit un jar, soit war, soit POM. Alors, celui-là, donc, c'est un projet POM. C'est un module qui regroupe d'autres modules, ça, premièrement. Et en même temps, quels sont ces sous-modules? Alors, le module, donc, vous avez ici, c'est vehicle, commande service. Alors, je construis l'architecture. Alors là, en principe, il vous facilite. Voilà, maintenant, il a construit la structure du projet. Et je fais la même chose pour ajouter la partie query. Donc, ici, donc, le module, c'est vehicle query. Véhicule query service. C'est Java 8. com.ria. Next, finish. Et je refais le même travail. Ici, donc, je vois, ça, c'est la partie query. Le module. Alors maintenant, ça, c'est la partie, c'est ça. Ça, c'est le projet, elle est là. Alors maintenant, le parent, c'est pas ça. Je vais pas utiliser je vais me baser sur le parent, ça va être, c'est group ID, artifact ID. C'est quoi? C'est vehicle. Ça, c'est son parent. C'est fait. Alors, c'est fait. Et en même temps, ici, ben, je dois dire, voilà, parce que là, pour les projets Spring Boot, il ne l'ajoute pas. Ouais, il l'a fait pour, alors ça, c'est pour celui-là. Alors, module, je vais l'ajouter. Donc, ça, il contient le module, c'est Vehicle Query Service. OK. Alors, donc ça, c'est fait. Alors, et on fait la même chose pour, alors ça, c'est Core API, ça, c'est Vehicle. Je fais la même chose pour un module concernant les radars.
Donc, radar tout court, radar auto. Radar auto. Ça, c'est le projet. Alors, comme point Andrea. Alors, ici, donc, c'est Java 8, pas de dépendance. Vous voyez, donc, ce qui est intéressant, c'est que les dépendances, déjà, l'essentiel, il est déjà dans le premier projet. Alors, ça, c'est en 15 minutes, vous avez la structure de votre projet que vous préparez à toute l'équipe. Comme ça, les gens ne vont pas trop se perdre. Alors, ça, c'est Radar Auto. Alors, la même chose, Radar Auto, c'est un projet Spring. Donc, il va falloir faire ça. Il faudrait indiquer que l'artefact ID, c'est véhicule. Non, c'est contravention. Contravention CQRS. Ça, c'est son parent, c'est celui-là. Et en même temps, il faut revenir aux parents et vous l'ajoutez comme module. Alors, le module, c'est radar auto. Et vous faites load Maven. Alors, en fait, load Maven, bon, je le fais toujours comme ça, load project, reload, comme ça, vraiment, il met un truc, il analyse votre projet, il ajoute les dépendances. Alors, ici, donc, contravention, radar auto. Maintenant, la même chose. Bon, radar auto, c'est un module dans lequel il y aura radar auto. Donc, il y aura radar auto, la partie commande, c'est MD, service. Next, finish. Et il y aura, j'ajoute un module, encore c'est radar auto. Ça, c'est la partie query. Service. Alors, comme point Intria, la version 8. Niche. Et après, on va corriger ça. Alors ici, alors, vous voyez, donc, je suis en train vraiment de reprendre la même chose. Donc, artifact ID, ça va être ces radars. Ces radars, radar auto, tout court. Ça, c'est son parent. Voilà. Update. Et la même chose pour celui-là, pour la partie query. Son parent, c'est radar auto. C'est fait. Et j'arrive vers radar auto et j'ajoute ces deux modules. Alors, c'est un module, radar auto, donc il faudrait utiliser packaging. Donc, il faut dire que c'est un POM. Et les modules, il y a deux modules. Il y a radar auto commande et radar auto query commande, query service. Et c'est fini pour ça. Il en reste un dernier. Et après, la partie UI. Je vais l'ajouter. Module. Alors ça, c'est contravention. Je crois que je l'ai déjà fait contravention. J'ai fait radar, j'ai fait véhicule. Donc, j'ai déjà fait 3. Je pense que c'est ça. Et après, il me faut ajouter la partie Angular. Bon, la partie UI, vous voulez l'avoir aussi ici. Donc, vous faites New Module. Et cette fois-ci, le module, vous mettez Web. C'est une application web. Comme ça, vous l'appelez par exemple ici. Voilà, vous allez l'appeler Radar Web UI. Je l'appelle comme ça, Radar Web UI.
Alors, ça, c'est un projet que je crée. Alors, ici, il n'y a rien à faire. De toute façon, c'est une application. C'est une application dans laquelle Radar Web, alors, j'ai mal nommé, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'est la structure. Alors, et après, bon, il faut juste ajouter, c'est que dans chaque module, le module véhicule, c'est-à-dire en fait, les microservices ont besoin d'utiliser Core API parce qu'en fait, Core API, il est commune. Donc, pour ne pas l'ajouter comme dépendance à chaque partie du microservice, je le mets dans le module. C'est donc dans Dependencies. D'ailleurs, il faut supprimer. Ça ne sert à rien d'ajouter la dépendance Spring Boot dans tous les modules ici. Ces dépendances, ça ne sert à rien parce qu'ils sont déjà dans c'est-à-dire le parent, dans le module parent. Et par contre, j'ai besoin d'ajouter Core API. Alors, Core API, alors on l'a appelé donc Contrav Core API. Contrav Core API. Alors, Conrav. Alors, vous voyez donc, j'ai mal écrit les choses. Voilà, Contrav Core API. Donc, ça, c'est une dépendance. Maintenant, qui est dans ce module, ça veut dire automatiquement, tout ce qui est Core API, on va les utiliser ici. Ben, je fais la même chose pour le radar auto, module. Pas de dépendance. On va supprimer les dépendances Spring et on va ajouter juste la dépendance radar Core API. Là, plutôt, c'est Contrav, contre Core API. Contrav, Conrav, Core API. Voilà. Et je fais la même chose pour il y a radar, il y a véhicule et alors j'ai radar, c'est fait. J'ai fait pour véhicule. Alors, il me faut encore quelque chose, le contravention. Mais je n'ai pas créé encore. Contravention service. Ouais. Alors, je dois encore ajouter deux modules. Un module. Cette fois-ci, Spring Boot, de la même manière. Alors, donc, contravention. Contravention. Contravention module. Mode. Bon, j'ai ajouté mode ici, mais ce n'est pas nécessaire. Alors, comme Andrea, j'utilise toujours la version 8. Voilà. Alors, voilà, donc ça c'est le module. Alors, la même chose. Bon, le parent. Alors, c'est Artifact ID, c'est contravention, plutôt CQRS. Donc, ça c'est le module principal. Ça c'est construit. Et en même temps, les dépendances, on n'en a pas besoin. On va juste ajouter la dépendance, tout ce qui est Core API. Core API. C'est fait. Et dans le projet principal, on va l'ajouter comme module. Alors, module. Ici, contravention, module. Et il me reste qu'à ajouter donc la partie lecture et la partie écriture de ce projet. Donc, new module.
Alors, contrat, donc ça c'est contrave commande, c'est MD. Service. Alors, comme point Andrea, et c'est fait. Et j'ajoute la partie query. Et le tour est joué. Alors, module, contrave, query, service. Alors, comme point Andrea, le module Java 8, c'est fait et je corrige. Alors, qu'est-ce que je dois corriger? Donc, ici, POM XML. Alors, ici, donc, j'ai besoin d'utiliser le parent, c'est contrave module, contravention module. Et en même temps, pas de dépendance. Alors, mais les dépendances, on va les supprimer. Parce que finalement, on hérite toutes les dépendances. On va les hériter de ce module et l'autre va les hériter de l'autre, etc. Alors, parfois, quand la structure n'est pas bonne, regardez, il vous souligne ça en rouge. Il vous dit, bon, je ne comprends pas parce que c'est normal. Si vous remontez vers ce module-là, c'est-à-dire contravention module, ben, il faut corriger. Premièrement, il faut dire que c'est un module. Donc, ici, donc le parent, c'est bien, c'est quoi son parent? Son parent, c'est ça. Il faut lui dire d'abord que c'est le packaging. C'est un POM. Et en même temps, module. Alors, il y a deux modules. Il y a contravention, contrave CMD service et contrave query service. Alors, vous faites reload et vous allez voir qu'il va reconstruire, c'est-à-dire construire en principe le projet. Et là, ça devrait passer. Vous voyez, donc il n'y a plus de problème dans la structure. Alors ici, donc, ça passe, contravention module. Et ici, il n'y a pas de dépendance. Et là, query, la même chose. Ici, donc, ce n'est pas un projet Spring Boot. Son parent, c'est contravention module. Pas de dépendance. La structure, elle est faite. Idéalement, donc, elle est construite. Vous voyez, donc, alors, je pense que bon, c'est exprès que ça, je vous le montre parce que il y en a beaucoup qui me demandent un petit peu comment travailler parce que là, les gens, ils se perdent un petit peu dans la structure des projets. Et si vous ne construisez pas bien la structure du bon projet, ça va être compliqué. Alors maintenant, pour la partie UI, vous allez utiliser Angular. Ce que vous allez faire, c'est que ben, vous faites directement ici dans ce dossier-là. Dans ce dossier, vous mettez Open in Terminal. Alors ici, donc, vous utilisez ng new, Angular new. L'application ici, il faudrait en fait, il faut pas utiliser un dossier parce que sinon, il va vous créer un dossier à l'intérieur, mais vous utilisez l'option directory /. Voilà, c'est-à-dire, il va vous stocker le contenu directement ici. Et après, il va vous demander comment vous voulez appeler votre projet Angular. Et donc, vous avez tout ce qu'il faut ici pour travailler votre partie UI. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, would you like... alors, voilà le nom. Alors ici, donc, vous lui donnez le nom. Parce qu'en fait, dans les fichiers de configuration de Angular, il a quand même besoin du nom. Alors d'habitude, vous mettez le nom du dossier, donc c'est ce qu'il utilise.
Mais là, je vais lui dire d'utiliser donc voilà, d'utiliser le projet Radar comme nom UI, Web UI. Voilà. Et après, donc, le reste, vous le connaissez, CSS, et le projet est généré. Alors, le projet est généré. Après, bien sûr, les dépendances, je vais les ajouter de Angular. Comme ça, vous allez utiliser les bonnes dépendances. Et par la suite, je vais faire un commit sur GitHub. Comme ça, vous avez déjà la structure initiale des projets. C'est comme si vous partiez, on n'a pas encore rien développé, parce que quand même, il y a pas mal d'éléments qu'il faut montrer. Alors ça, c'est les éléments sont maintenant créés. Alors maintenant, je reviens vers le... Je crois que je n'ai rien oublié. Alors ça, c'est pour la structure du projet. Donc ça, c'est une question qui m'est posée à chaque fois. Moi, je trouve, quand je travaille comme ça, je suis un peu très, très confiant. Alors maintenant, la première des choses qu'il faut créer, c'est la partie Core API. Alors dans Core API, je vais juste vous montrer les éléments, parce que je pense que maintenant, on ne va pas faire tout ça. Là, pour la partie, donc voilà, Core API, donc on va créer des fichiers Kotlin. Bon, c'est des fichiers, on va créer en fait, alors je vous montre quand même comment créer ça. SP. Alors pour la partie Core API, donc source ici, c'est un projet Maven. Dans Java, vous allez créer juste un package, comme ça vous gardez toujours le base package, un package c'est comme point Andrea. Vous pouvez l'appeler point core API. Comme Andrea core API. Voilà. Normalement, les tirets, c'est à éviter dans les packages. Donc, ici, je vais supprimer. C'est point comme point Andrea point core. Alors ici, donc, on va créer donc, voilà, des fichiers. Donc, c'est des fichiers Kotlin, Kotlin file. C'est un fichier. Vous créez un fichier pour les commandes, par exemple, point KT, Kotlin. Donc ça, c'est là où je vais mettre toutes les commandes. Je vais créer un fichier pour créer tout ce qui est les événements, events. Je vais créer un fichier pour les DTO. Alors, c'est ça, les DTO. Je crée un fichier pour donc pour les DTO, pour les énumérateurs, un fichier pour les exceptions. Alors ça, c'est pas bon, parce que ça, c'est enums. Ça doit être un fichier, delete. Alors, file, donc ça, c'est enums, les énumérateurs. Les exceptions, ça, c'est également important parce que c'est les mêmes, et tout le monde va utiliser ça. Tous les services vont utiliser les mêmes trucs. Donc, exception, Kotlin. Et également, je crois qu'oublier quelque chose. Donc, avec comment j'ai mal écrit ça, donc je vais renommer. Rename. Alors, donc, il y a les DTO, les énumérateurs, les événements, les exceptions et les... Et quoi?
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. A priori, non. Les commandes, les DTO, les animateurs, events, exception, queries. Voilà, queries. Je sais qu'il y a quelque chose qui manque. Alors, les queries. Il y a events, il y a tout ça. Les queries. Queries.kotlin. Alors, maintenant, il faut savoir mettre du contenu. Alors, je vais rapidement passer parce qu'il me reste juste 5 minutes. Et moi, ce projet-là, de toute façon, le contenu, je vais le partager sur GitHub. Mais en même temps, je vais continuer à refaire un peu le travail et je vais enregistrer toutes ces vidéos-là. Donc, même si ça va prendre un peu de temps, mais à chaque fois que je fasse une partie, donc je vais la partager avec vous. Et ça va, si vous suivez un petit peu cette série, je pense qu'à la fin, vous allez apprendre beaucoup de bonnes pratiques de développement, bien sûr, soit Security Event Sourcing ou de façon d'une manière générale. Alors après, ce qu'il faut faire, donc je vais passer rapidement parce que je pense qu'on a trop tardé là-dessus. Voilà, donc ici, donc Core API, vous voyez, donc on va créer donc le fichier enums.kotlin, donc ça c'est les énumérateurs. Donc ici, radar status, il est en active, out of, order, off. J'ai véhicule type, les types de véhicules, car, bus, etc. J'ai le status, contravention, status pending, validated, paid. Donc tout ça, j'en aurai besoin. Normalement, je ne crée pas ça d'un seul coup, mais je commence par les commandes. Au fur et à mesure que j'avance un peu, je reviens sur les fichiers. Et donc, tout ça, vous allez le voir dans les vidéos. Mais après, bon, il y a les DTO. Donc, on aura à créer des DTO également. Vous voyez donc le fait d'utiliser des data classes, des data classes, donc c'est plus simple donc pour avoir des classes avec les getters et setters. Donc, tout ça, c'est très simple. Et après, vous avez les commandes. Pour les commandes, donc ça c'est pratiquement, bon, j'ai déjà parlé de ça la dernière fois, mais en tout cas, donc je crois que aujourd'hui, donc je n'aurai pas le temps de tout détailler. Par exemple, il y a la commande create new radar command. C'est pour créer un radar. Voilà les propriétés, les attributs qu'il faut ajouter. Change the radar status command pour changer l'état d'un radar. Par exemple, changer la vitesse limite d'un radar. Ajouter un véhicule, voilà, new vehicle overspeed detection. Donc, il y a une nouvelle détection de dépassement de vitesse. Et après, une nouvelle contravention commande. Donc, ça, c'est un élément sur lequel je vais revenir après. Voilà, il y a les commandes, il y a les événements, il y a les exceptions. Et après, donc, après le reste. Donc, je pense qu'il y a l'agrégat et les éléments. Donc, si vous regardez le code d'un bloc comme ça, vous allez vous perdre, vous n'allez rien comprendre, mais ce n'est pas ça l'objectif. Ben, l'objectif, c'est de construire tout ça, donc, c'est-à-dire étape par étape. Et pour ceux qui ont déjà fait les démos que j'ai déjà montrées dans le webinaire passé, c'est qu'ils savent déjà comment créer une application basée sur CQRS et Event Sourcing avec un exemple très simple. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, donc, je vous recommande donc de revenir d'abord sur ça, ce qu'on a fait la dernière fois. Et comme ça, vous saurez comment mettre en place une application donc, basée sur Event Sourcing CQRS. Une fois que vous savez le faire, entre-temps, vous passez à cet exemple-là. Donc, et je suis sûr que ça va vous donner vraiment une très bonne idée donc, pour voir comment votre application fonctionne, telle qu'on a fait la démonstration. Le plus important, c'est qu'on voit les radars, on voit bien en temps réel les dépassements les dépassements de vitesse. Tout ça, donc, vous voyez bien que ça marche bien. Alors ici, ce que je n'ai pas démarré, c'est ce que je n'ai pas démarré, c'est le device, radar device qui simule un peu les dépassements de vitesse. Donc, je vais le garder quand même. Et je vais m'arrêter sur cette démo. Vous voyez, donc là, je bouge rien. Donc, il y a un radar et des détections de vitesse. Donc, on voit
on voit au hasard, donc chaque seconde, ça peut tomber sur n'importe quel radar et on peut voir l'évolution. Donc, vous voyez, donc, il y a des détections de vitesse qui se font. Alors, ces détections-là, ils vont se traduire par quelque chose qu'on peut voir en temps réel. Et en même temps, on peut, la même chose dans les véhicules, on peut regarder les différents types de véhicules, quels sont les propriétaires du véhicule, on peut changer le propriétaire d'un véhicule. Et surtout, au niveau contravention, on peut voir les contraventions rédigées. Donc, vous voyez donc tous les dépassements de vitesse qui se font maintenant, ils vont s'ajouter sous forme de contraventions qui sont là. Donc, tout ça, c'est des données qu'on récupère à partir de Event Store. Et un utilisateur qui veut consulter maintenant l'idée principale, parce que c'est ce qu'on cherche, c'est qu'un utilisateur qui a un CIN, il va juste taper son CIN et après, il peut chercher quelles sont les contraventions qu'il doit payer. Vous voyez donc le montant. On voit bien les informations, la vitesse de passage, c'est-à-dire devant les radars, la localisation, longitude, latitude, etc. Voilà, alors je pense que je n'ai plus l'énergie pour faire la suite. J'atteins les limites, le temps c'est 22 heures. Donc je vais quand même garder quelques minutes pour poser des questions. Alors si vous avez des questions à poser, donc quelques questions. Et comme ça, je vous recommande de continuer à suivre un petit peu les publications qui seront faites par la suite. Parce que cet exemple-là, je vais donc, normalement, le code source, vous pouvez déjà le voir. Pour ceux qui ont déjà l'habitude de programmer comme ça, ils peuvent juste consulter le code source et après, ils peuvent voir un peu comment ça a été développé. Bon, ça, c'est… Et en même temps, vous pouvez contribuer si vous avez des améliorations à faire sur ce code ou des fonctionnalités. Donc, vous pouvez contribuer donc, pour en faire un exemple d'application modèle qui peut être utilisé pour faciliter la vie aux autres. Parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui veulent faire ça, qui travaillent dans ça, mais après, ils passent beaucoup de temps à perdre du temps parfois. Mais nous, on a besoin un petit peu de partager les expériences pour faciliter la vie. D'abord, l'intégration de nouveaux ingénieurs qui sont jeunes, mais aussi ceux qui sont expérimentés et qui ont besoin un petit peu d'une façon de travailler. Donc, ça veut dire que je compte sur votre interaction par rapport à la suite de ce projet-là pour tirer profit, en tout cas, et de partager l'information au maximum. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais arrêter le partage. Je vais arrêter le partage. Alors. Voilà, le partage, il est arrêté. Question. Alors, côté Zoom, je commence par Zoom. C'est quelqu'un qui veut prendre la parole. Alors, comment sont gérées les relations? C'est déjà répondu. Comment sécuriser? Donc, ça, c'est déjà fait. Okay. Alors, est-ce qu'il y a s'il y a quelqu'un au niveau Zoom qui veut prendre la parole, qui lève sa main, et comme ça, je lui active son microphone. Sinon, on va donner la parole à Aja pour conclure. Alors, en attendant, donc sur YouTube, il y a quelques questions. Donc, merci bien, oui. Alors, il y a Kamel qui pose une question concernant la scalabilité de la partie écriture. Est-ce qu'il y aura plusieurs event stores et comment gérer? Alors, non. Alors, c'est dans l'event sourcing, si vous avez un seul event store pour toutes les applications. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, l'event store, event store, généralement, il faut choisir un système de stockage qui est scalable naturellement. Alors, si vous utilisez par exemple MongoDB ou Cassandra, bon, c'est des systèmes qui sont déjà scalables. Donc, c'est-à-dire c'est une base de données. C'est comme si vous dites Event Store, c'est un single database pour plusieurs applications. Mais pour pouvoir écrire sur le Event Store, avec le système des événements,
le problème ne se pose pas. C'est-à-dire, vous allez avoir, vous écrivez sur un event store qui est déjà, event store lui-même, par exemple, si vous utilisez Kafka. Kafka, en fait, il utilise donc les topics Kafka, c'est-à-dire les topics Kafka, c'est un event store dans lequel Kafka, lui, déjà, il utilise, c'est un système qui est scalable, c'est-à-dire il utilise la réplication, il utilise tout le mécanisme qui fait que finalement, c'est-à-dire votre broker, il faut le démarrer en plusieurs instances. Donc, ce problème ne se pose pas. Mais techniquement parlant, pour vous, c'est vraiment un problème que vous ne réglez pas. C'est pas à vous de régler ce problème. C'est la solution. Si vous travaillez avec Accent Server, c'est lui qui règle ce problème. Mais pour vous, l'Event Store, c'est une base de données. Et après, donc, si vous voulez utiliser une base de données, si vous voulez faire votre implémentation personnalisée vous-même, ben si vous utilisez par exemple MongoDB, bon, ça y est, MongoDB, donc déjà c'est un système qui est scalable, donc vous êtes dans un écosystème Big Data. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais un Event Store, il est fait pour stocker une grande quantité de données. Donc, c'est vraiment c'est la mine d'or de tout le système d'information, c'est Event Store. Ben, du coup, donc, il faut savoir le conserver, il faut savoir le sécuriser, il faut savoir, etc. Donc, ça, c'est une autre histoire. Mais tout ça, ça fait partie des solutions qui existent déjà, donc il n'y a rien, donc il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pour répondre à la question de Kamel. Alors, je pense qu'il y a également une question, Java Record, c'est Yacine. Donc, Java Record peut faire l'affaire dans le module, oui, oui. Pour les DTO, oui, tout à fait, vous avez raison. Alors, Rabia et Salam, Allemagne. Merci, merci Rabia. Donc, bienvenue pour les Allemands. Et j'espère aussi qu'il y a des gens de l'Ukraine à qui on pense maintenant parce qu'ils sont en train de... Alors, voilà. Alors, donc, ok. Alors, maintenant, je reviens sur la scène. Alors, est-ce que, en fait, donc sur la partie Zoom, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, donc vous levez la main, et après, donc je vous donne la parole. Sinon, je vais donner la parole à Hajar pour conclure. Donc, j'espère que Hajar, tu n'es pas encore fatigué. Sinon, je vais conclure moi-même. Alors, donc, je vais donner à Hajar donc, la conclusion. Je vais arrêter. Donc, Hajar, donc, je vais lui permettre de parler. Mon droit en tant que... Hajar, tu peux prendre la parole si tu veux. Alors, je vais regarder le message. Ok. Alors, Hajar, il a rejoint en tant que pénaliste. Et alors, je vais rajouter en tant qu'animateur.
Alors, Ajal, tu peux prendre la parole si tu veux. Alors, répondre directement, comment sécuriser? Donc, ça, j'ai déjà fait. Alors, dans ce cas-là, je vais conclure. Voilà. Alors, donc, il est 22 heures. Donc, je suis très, très ravi donc, de partager avec vous donc, ce webinaire. Alors, c'est pas la fin, mais c'est une série. Donc, ça, c'est pour monter en compétence dans des technologies qui sont très prometteuses, qui sont vraiment, pour moi, c'est le présent et le futur, c'est ça. Alors, moi, si vous voulez revenir au passé, donc, donc ce qui fait, mais je vous dis pas que, c'est-à-dire quelle que soit l'application que vous allez développer, vous allez adopter c'est-à-dire cette architecture. Non. Moi, personnellement, donc, pour chaque type de projet, j'utilise l'architecture la plus simple, parfois. Mais il se trouve que si vous avez la maîtrise de cette architecture, alors croyez-moi que peut-être au début, ça peut vous paraître un peu, on écrit beaucoup de code, mais au fil du temps, parce que par exemple, cet exemple-là, pour le développer, donc ça m'a pris 2 jours. Donc, voilà. Alors, donc, ça a pris 2 jours, donc, c'est-à-dire pas en continu, c'est-à-dire, mais c'est parce que c'est un peu une façon de travailler que j'ai déjà. Donc, si vous avez cette façon de travailler, vous allez voir que vraiment, vous êtes sur alors, moi, ce qui me plaît dans cette architecture, c'est que j'ai l'impression que chaque chose que vous faites, vous êtes déjà sûr que ça va marcher. Il y a des petits problèmes, mais vous êtes vraiment, parce que vous avez un framework qui vous guide, qui vous dit, voilà, vous créez les commandes, vous créez les queries, et vous avez juste à appliquer. Donc, vos développeurs, s'ils respectent, c'est-à-dire cette architecture, ben, vous êtes sûr que vous allez avoir une application qui est très bien organisée. Alors, je n'ai pas montré la partie donc Angular aussi. Dans la partie Angular, il faut utiliser NGRX. Donc, et dans le code que je vais partager avec vous, donc je montre un peu les bonnes pratiques parce qu'en fait, pour pouvoir travailler avec NGRX, donc il y a des versions. Il se trouve que la dernière version, c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire il facilite beaucoup en fait, le travail. Donc, c'est pour cela que donc, je vous recommande de regarder le code source de la partie Angular aussi, pour voir aussi quelles sont les bonnes pratiques à utiliser pour la partie Angular. Voilà. Alors, je n'ai plus rien à dire, je n'ai même plus l'énergie de dire des choses si je veux les dire. Donc, c'est pour cela donc, je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère vous retrouver dans une prochaine, voilà, dans un prochain webinaire, Inch'Allah. Alors, j'ai l'application, elle est là. Alors, moi, tout à l'heure, je vais vous présenter ça. Donc, il y a pas mal de services. Alors, je vais démarrer d'abord. Ben, le premier qu'il faut démarrer, c'est Eureka Discovery. Bon, ça, c'est le service l'annuaire, parce qu'en fait, ça, comme je disais, alors si je reviens à l'architecture de tout à l'heure, c'est ça. Donc, je vais démarrer d'abord Eureka Discovery. Ensuite, je vais démarrer la Gateway. Alors, elle est démarrée. Je démarre la Gateway. Alors, ensuite, je vais démarrer les microservices. Donc, d'abord, le premier, c'est le premier radar. Donc, il y a deux parties. Il y a la partie query.
Et ensuite, il y a la partie commande, radar commande service. Alors, bien sûr, si vous voulez démarrer tout ça d'un seul coup, avec Docker Compose, donc ça facilite. Mais ici, donc, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous sachiez un petit peu ce qu'il y a dans chaque élément. Donc, ça, c'est la partie commande. Je vais la démarrer. Alors, pour moi, chaque microservice est démarré dans un numéro de port. Bien sûr, je vais revenir tout à l'heure sur l'architecture de chaque microservice. Et après, donc, la partie UI. Bon, c'est la partie, la partie UI, c'est avec Angular. Je vais masquer. Alors, la partie Angular, donc, alors terminal, elle est là, dans le même projet. Je vais la démarrer, ngSurf. ngSurf. Je vais brancher. Non, pas encore. Alors, si vous démarrez, donc on peut voir déjà je suis en train de brancher la machine. Okay. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est le service Eureka Discovery, c'est sur 87.61. Alors, je vois déjà les microservices qui sont démarrés. Il y a Gateway. Et également, je vois Radar Command Side et Radar Query Side. Donc, c'est-à-dire, c'est de la partie écriture, de la partie lecture. Donc, tout ça, c'est bon. Alors, le serveur, par exemple, serveur, il est sur le port 80. Alors, ça, c'est Axon Server. Vous pouvez voir déjà, en quelque sorte, vous voyez déjà, je vois ici, donc, parce que Axon Server, lui, il gère le Event Store. Et je vois bien les microservices pour le moment qui utilisent. Alors, je vois les deux microservices qui sont, en fait, qui utilisent Axon. Ben, ils sont connectés. Et après, maintenant, je peux lancer la partie donc la partie UI. Bon, ça c'est juste la démo. Alors sur la partie UI, donc ici, donc je peux voir ici la liste des radars. Alors ici, il va falloir être sûr que tout marche bien. Alors sur le alors là, elle est arrêtée. Pourquoi? Alors je le démarre. La partie query. Radar query service. Alors, en principe, vous voyez ici, dans toutes les applications, dans un premier temps, j'utilise des bases de données H2, c'est-à-dire c'est des bases de données mémoire. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'arrête le microservice, je perds toutes les données. Et du coup, donc, à chaque fois que je démarre le service, il va rejouer les événements, il reconstruit les données. Donc, ce qui fait finalement, même si vous avez une base de données mémoire, votre service est tranquille. Alors, c'est exactement ce qui se passe ici. Vous voyez, donc, il a rejoué les événements, il a constitué ces données et on peut bien voir un peu ce qui va se passer par la suite sur l'application. Alors ici, donc, je vais regarder
la liste des radars, vous voyez ici. Alors, je vois en fait ici, donc, pour le moment, voilà la liste des radars que nous avons. Et en même temps, on peut visualiser ici, donc, on peut visualiser un peu, c'est-à-dire les dépassements de vitesse, mais là, il va falloir que je fasse c'est-à-dire des opérations des commandes. Alors, pour cela, donc, je vais utiliser en fait, il se trouve que la partie query utilise le port. Alors, je vais le voir rapidement. Alors, la partie commande service. Alors, la partie ça c'est contravention. Alors, ça c'est la partie contravention, core API, immatriculation et radar c'est en bas. Voilà. Alors, radar service, dans lequel j'ai radar. Alors, ça c'est le port. Alors, radar device, ça c'est le device. C'est, si vous voulez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le simulateur du radar. Bon, ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ici, donc, ça, c'est la partie commande. C'est sur le port 8080. Et la partie query, c'est sur le port 8083. Alors, je vais regarder un peu le port 8080. Alors, ici, donc, j'ai utilisé Swagger pour tous les services. C'est très intéressant. Bon, ça, c'est des pratiques que vous allez utiliser. Et là, je vois les différentes commandes que je peux faire. Par exemple, pour simuler un overspeed, ici, par exemple, pour faire un try, ici, donc, j'ai en fait, pour les radars, donc, je vais prendre ici, par exemple, ce radar-là. Je vais prendre son ID. Alors, ici, donc, ça, c'est la valeur du radar. Alors, ça, c'est des attributs, je n'ai pas besoin. Alors, ici, Overspeed ID, on n'a pas besoin. J'ai pas besoin de… Alors, ça, c'est le matricule des véhicules. Alors, je suppose ici un matricule, n'importe quoi, comme ça. Tiré, par exemple, à 11. Alors, ici, donc, ça, après, on va déterminer ça. Vehicle speed, donc, c'est la valeur, par exemple, ici 100, il est passé à une vitesse de 100. Et après, tout le reste, c'est des informations concernant le radar. Normalement, il ne devrait pas apparaître ici. Voilà. Alors, ça, c'est les informations que je vais faire. Alors, ici, donc, je vais simuler en fait une opération de dépassement de vitesse. Et après, je peux voir ici, en principe, je vois ici déjà il y a un point. Alors, si je le fais une deuxième fois, avec une vitesse, par exemple, de 120, je vois ici, voilà, donc ici, donc, je vois un deuxième dépassement de vitesse. Alors, c'est plus pratique d'utiliser donc ces URL. Alors, je vais prendre la commande et je peux directement rester ici. Alors, je ne sais pas si je suis là ou là. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Alors, je ferme celle-là. Alors, ici, donc, CMD. Voilà. Alors, je suis toujours en train de surveiller un peu ce radar. Alors, ce radar, c'est celui-là. Je pense que je n'ai pas utilisé le bon. Oui, ça doit être celui-là. J'ai utilisé deux interfaces, donc je suis un peu perdu comme ça. Alors, je vais copier cette commande CURL. Et là, je vois bien, donc ça, c'est le véhicule que je viens de faire. Ça, c'est le radar ID, c'est celui-là. Et c'est la vitesse ici. Alors, la vitesse, voilà, à la 120. Voilà, on y va. Alors, je vois déjà ici, donc je vais mettre encore une requête, par exemple 110. Je vais mettre une requête, par exemple 90, avec une vitesse 90. Après 100,
50, etc. Alors ici, donc 180. Alors ici, donc, ça, c'est pour le cas de, c'est-à-dire ça, c'est manuel. Mais après, pour faire la simulation, j'ai ici donc le radar. Pour simuler le radar, j'ai dû créer donc cette application Radar Device, donc celui-là. Là, c'est une application simple Spring Boot dans laquelle on trouve en quelque sorte, alors ça c'est Device, c'est celui-là, dans lequel je fais un timer. Bon, un timer, au bout de chaque seconde, ben, il envoie une requête vers la partie commande du radar pour simuler, soi-disant, des dépassements de vitesse. Ça, c'est intéressant parce que pour tester les performances de votre système, ben, il vous faut voir dans le cas où il y a beaucoup d'événements. Et ça, c'est vraiment c'est ce que j'ai fait pour tester en quelque sorte les performances donc, de ce système. Ben, je vais le démarrer. C'est une application. Ben, en principe, si vous démarrez cette application-là, chaque seconde, il y aura quelque chose qui va se passer, c'est-à-dire il y a un radar qui va flasher et on peut commencer à regarder. Voilà. Donc, je ne touche pas l'interface et je vois ici, au hasard, donc c'est juste des aléatoires. Ici, donc, je vois ce qui se passe. Je vois également ici les dépassements de vitesse. Mais au hasard, ça peut être ce radar, ça peut être l'autre. Si je veux changer, par exemple, ce qui se passe dans un autre radar, donc je peux changer et ça s'initialise à nouveau. Et à nouveau, donc, j'attends. Alors ça, c'est déjà, bon, c'est juste pour vous montrer donc l'aspect réactif du système. Donc, et surtout les performances, parce que vraiment, je l'ai laissé pendant 24 heures, 48 heures de produire des événements avec un event store qui est très plein. Ben, je reste toujours sur un niveau de performance qui est très intéressant, en tout cas. Bon, alors ici, donc, ça, c'est pour ça. Ben, la même chose ici, par exemple, on peut, par exemple, activer, mettre en off, par exemple, un radar. Alors ici, donc, je reviens sur la partie Swagger. Alors, je peux également je peux créer un nouveau radar, etc. Je peux l'ajouter. Alors, ici, un radar, par exemple, ouais, try. Radar, par exemple, R7. Name, par exemple. Alors, ça, c'est radar ID. Bon, radar ID, donc, c'est généré automatiquement. Name, longitude, latitude, altitude, max speed, euh, la, la route nationale 1, par exemple, ou bien l'autoroute A1. Et le status, par défaut, c'est activé. Alors, ici, donc, j'ajoute, je regarde mon interface et je vois qu'elle est ajoutée. Alors, elle est ajoutée. Est-ce que l'opération a été... Non, 400. C'est bad request. Il y a quelque chose qui... Ah, donc, ça, c'est un cas qui nécessite d'avoir un radar ID, je pense. Bon, ça, c'est juste un test. Oui, c'est bien ça. Alors, ça passe, donc l'opération passe, donc je le vois. En principe il devrait s'ajouter directement ici, donc je vois déjà les choses qui s'ajoutent là. Et bref, donc il y a des tests qui sont intéressants à faire, comme par exemple changer l'état du radar. Par exemple, radar status. Alors, j'ai un radar, je vais prendre celui-là, il est dans l'état actif. Par exemple, celui-là, il est dans l'état off, so ID. Et je vais le faire passer à l'état on. Ça, c'est l'état, il est dans l'état off, je le mets en état actif. Alors, je voyais donc qu'il est passé en état actif en temps réel. Pas de problème. Alors, je peux reprendre la commande et je l'exécute sur la commande CURL et ça peut être plus visible.
Voilà, alors ici, donc ça c'est active. Je peux mettre encore off. Vous voyez, donc il est passé en off, etc. Bon, active. Alors ça, c'est un système réactif. Donc tout ça, il ne faut pas oublier que ce que je suis fait là, je communique avec la partie commande. C'est-à-dire c'est la partie commande qui insère l'événement. Et ce que je vois là, c'est la partie query. Tout ce que je vois dans la partie, c'est la base de lecture. Donc ce qui fait que ce système de communication marche bien. Alors ça, c'est pour la partie radar. Bon, après, par la suite, il y a la partie véhicule, ici. Alors, la partie véhicule, alors ici, donc, je l'ai appelé centre d'immatriculation. Alors, centre immatriculation query. Ça, c'est la partie commande. Je le démarre. Et je démarre la partie centre immatriculation commande. Alors, donc, ça, ils sont démarrés. Donc, au niveau de l'interface, alors, ce que j'ai fait, c'est ça. Donc, j'ai un menu. Je recharge. Alors, ici, donc, c'est les véhicules. Bon, ça, c'est les radars, on a vu. Donc, les véhicules. Alors, la même chose ici, il y a un démarrage qui ne se fait pas. Alors, je vais regarder pourquoi. Alors, il est toujours en train de redémarrer. C'est normal. Vous voyez donc, c'est parce que mon event store, il est plein à craquer d'événements. Parce qu'il y a beaucoup d'événements. Et du coup, donc, la machine, maintenant, il est un peu relativement surchargée. D'ailleurs, il est en train de se chauffer. Et du coup, donc, il est en train de rejouer les événements. Vous voyez donc ici, par exemple, contravention. Alors, contravention, created event. Alors ici, qu'est-ce que je viens de démarrer? En fait, je me suis trompé parce que j'ai démarré donc contravention. Ça, c'est query. Alors, je devrais démarrer donc le centre d'immatriculation. Immatriculation, voilà, elle est là. Immatriculation query. Tant mieux, donc je démarre aussi l'autre parce que j'en aurai besoin. Et immatriculation commande service. Donc, ça veut dire que je retrouve mon architecture. Voilà, je retrouve cette architecture-là. Voilà, c'est celle-là. Voilà, j'ai tout démarré. Alors, j'ai démarré celui-là. Donc, ça, c'est le simulateur. J'ai le radar, j'ai la partie query, j'ai ma partie UI, j'ai tous ces services-là. Et vous voyez, donc, chaque microservice, je le découpe en deux microservices. Donc, si tout démarre bien, alors, je vais masquer commande. Alors, si tout est bien démarré, donc, on peut voir, voilà, ici. Alors, pour les véhicules, en principe, j'ai déjà quelques véhicules si l'application est démarrée. Je pense qu'il est toujours en train de... Alors, immatriculation query. Oui, il est toujours en train de constituer la base de lecture. Voilà. Alors ici, donc, dans le centre, c'est comme si vous dites, ça c'est une autre application. C'est la partie donc centre d'immatriculation. Ben, je vois les véhicules et chaque véhicule, je peux voir les propriétaires. Par exemple, pour ce véhicule, donc je vois ici donc le propriétaire, le nom, l'adresse mail, etc. Un véhicule peut changer de propriétaire. Par exemple, ici j'ai un véhicule, ce véhicule-là, par exemple, on peut, alors le port,
Je vais encore utiliser Swagger. Alors, le port, c'est 80, 80, 91. Swagger UI. 80, 90. Je ne me rappelle plus. Ça, c'est 80, 80. Alors, pour la partie centre d'immatriculation, alors pour la partie commande, c'est 80, non, ça c'est immatriculation, oui, c'est 80, 81. Et pour la partie query, c'est 80, 82. Alors 80, 81, Swagger UI. Alors, vous voyez donc ici, ce que je peux faire dans la partie commande des véhicules, donc je peux ajouter un véhicule et je peux ajouter, c'est-à-dire je peux le mettre à jour. Par exemple, je fais update owner, c'est ce que je vais faire. Ici, par exemple, tryout. Alors, vous avez par exemple un véhicule, le numéro d'enregistrement, c'est celui-là. Owner name. Alors, ici, donc, tout dépend. Si vous donnez un propriétaire qui existe déjà, donc il va le retrouver dans la base de données, il va l'affecter. Sinon, s'il s'agit d'un nouveau propriétaire, ici, donc, je mets un nouveau propriétaire, Hassan par exemple, sa carte d'identité nationale et son adresse mail. Son numéro de téléphone. Alors, c'est comme si vous dites, ça, c'est le service d'email qui va, à un moment donné, saisir ces données. Et après, l'adresse, Casablanca. Alors, j'envoie donc cette requête. Je regarde ici. Alors, ici, pour le... c'est pas celle-là. Alors, est-ce que j'ai une autre? Alors, ça, c'est le... Oui, c'est ça. Alors, donc, ici, je n'ai pas inclus la partie réactive. Donc, ici, on peut voir. Si je regarde le... Voilà. Donc, je vois bien que, par exemple, pour ce véhicule, voilà Hassan. Donc, c'est-à-dire, il a passé sous la propriété de Hassan. Voilà les informations. Il y a des choses que j'ai ratées, l'adresse, donc je ne l'ai pas ici. Donc, l'essentiel, c'est à peu près ça. Donc, je peux, la même chose comme tout à l'heure. Donc, on peut affecter, on peut modifier, etc. Alors, ça, c'est pour la partie, c'est la partie donc véhicule, centre d'immatriculation. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'on ajoute, qu'on modifie la propriété, par exemple, d'un véhicule, ben, le centre de contravention, la même chose. Vous voyez donc ici, donc, je vois les contraventions. Alors ici, chaque dépassement de vitesse, parce que là, il va falloir que j'arrête, parce que sinon, il va falloir que j'arrête mon simulateur, parce que c'est lui qui me consomme un peu ici beaucoup de... Alors, je vais l'arrêter. Donc, c'est le radar device. C'est celui-là. Je vais l'arrêter. Parce qu'en fait, radar device, lui, donc chaque seconde, il va faire des dépassements de vitesse. Donc, ça fait beaucoup de données. Alors ici, donc, je vois, en fait, toutes mes données sont là. Donc, je vois les dépassements de vitesse. Et chaque contravention, donc, je vois par défaut, et en fait, l'état pending, c'est-à-dire en cours, parce qu'il n'a pas trouvé dans sa base de données le correspondant. C'est des choses qui arrivent dans mon cas. Et après, il y a des cas, par exemple ici, c'est une contravention qu'il a validée parce qu'il a bien trouvé la personne, le nom de la personne, etc. Et ça peut, ainsi de suite. Donc ici, donc, j'ai en fait plein de choses. Après, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que finalement, un utilisateur, il veut chercher, par exemple, je vais chercher cet utilisateur avec son CIN.
Il va taper son CN et après, il va regarder quelles sont les contraventions qu'il doit avoir. Vous voyez. Et c'est donc l'application va lui dire, tu as, voilà, cette date, tu as dépassé la vitesse, voilà le montant que tu dois payer, voilà le matricule, voilà le nom, voilà le matricule, la vitesse de passage. Voilà. Donc ici, le radar, longitude, latitude, etc. Donc, c'est-à-dire la position du radar. Bon, bref, c'est-à-dire finalement, donc je peux toujours euh, voilà. Donc, on peut toujours ajouter, par exemple, simuler un dépassement de vitesse. Et après, par la suite, on peut le simuler. Par exemple, pour celui-là, je connais son matricule. Je prends son matricule et je vais faire un dépassement de vitesse. Donc, un dépassement de vitesse. Alors, dans un radar, je prends par exemple le radar R1 et je vais faire un dépassement de vitesse. J'ai déjà les commandes qui sont là. Alors, ça, c'est pour change status, overspeed. Overspeed, voilà. Alors, j'ai ici overspeed. C'est le radar, ça doit être c'est celui qui se termine par C, c'est-à-dire celui-là, le deuxième, tout à fait. J'ai une vitesse de 100, allez, on va mettre 180, 189. Alors, ça, c'est pour le matricule que j'ai. C'est celui-là, ce matricule. Donc, ce matricule-là, il est passé devant ce radar-là, avec une vitesse de 189. Donc, vous voyez, donc, ici, un dépassement de vitesse, il est marqué ici, vous voyez, il est là. Mais quand on regarde le service des contraventions, normalement, si mon système fonctionne bien, alors je vais chercher le T. Alors ici, je vais chercher. Et voilà. Donc ici, je cherche, voilà, il est là. Donc vous voyez, donc en temps réel, il y a un dépassement de vitesse, il y a l'autre radar, il y a des événements, il a reçu, il a traduit ça, et après, il a déjà rédigé la contravention. Ici, donc, je vois le numéro de téléphone, le nom de la personne, je connais quel type de véhicule, etc., etc. Alors voilà, donc ça, je pense que c'est un cas d'utilisation qui est, on va dire, pour moi, il est très intéressant, en tout cas pour c'est quelqu'un qui veut expérimenter donc l'implémentation des architectures microservices pilotées basées sur les événements, notamment avec CQRS et Event Sourcing. Et donc, vous pouvez donc regarder donc le code source que je vais partager sur GitHub et que vous allez recevoir par email. En tout cas, pour ceux qui ont fait une souscription, vous allez le recevoir par mail. Et maintenant, pour le reste, donc je vais maintenant, on va rebooter, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire, on va recommencer à zéro et on va dire, on va concevoir le système, on va le développer. Alors, sauf que j'aurai pas le temps aujourd'hui d'écrire tout ça, mais ça serait bien que je vous montre déjà le chemin. Comment construire l'architecture du projet et comment on va peut-être travailler c'est-à-dire du radar. Et après, pour le reste, dès que je termine l'enregistrement, donc je vais partager ça par la suite, ce format vidéo. Mais en attendant, vous pouvez toujours voir le code source. Voilà, le partage, il est arrêté. Question. Alors, côté Zoom, je commence par Zoom. C'est quelqu'un qui veut prendre la parole. Hein, Alors, comment sont gérées les relations? C'est déjà répondu. Comment sécuriser? Donc, ça, c'est déjà fait. Okay. Alors, est-ce qu'il y a s'il y a quelqu'un au niveau Zoom qui veut prendre la parole, qui lève sa main, et comme ça, je lui active son microphone.
Sinon, on va donner la parole à Hajar pour conclure. Alors, en attendant, donc sur YouTube, il y a quelques questions. Donc, merci bien, oui. Alors, alors il y a Kamel qui pose une question concernant la scalabilité de la partie écriture. Est-ce qu'il y aura plusieurs event stores et comment gérer? Alors, non. Alors, c'est dans l'event sourcing, si vous avez un seul event store pour toutes les applications. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, l'event store, event store, généralement, il faut choisir un système de stockage qui est scalable naturellement. Alors, si vous utilisez par exemple MongoDB ou Cassandra, bon, c'est des systèmes qui sont déjà scalables. Donc, c'est-à-dire c'est une base de données. C'est comme si vous dites Event Store, c'est un single database pour plusieurs applications. Mais pour pouvoir écrire sur le Event Store, avec le système des événements, le problème ne se pose pas. C'est-à-dire, vous allez vous écrivez sur un Event Store qui est déjà, Event Store lui-même, par exemple, si vous utilisez Kafka. Kafka, en fait, il utilise donc les topics Kafka, c'est-à-dire les topics Kafka, c'est un Event Store dans lequel Kafka, lui, déjà, c'est un système qui est scalable, c'est-à-dire il utilise la réplication, il utilise tout le mécanisme qui fait que finalement, c'est-à-dire votre broker, il faut le démarrer en plusieurs instances. Donc, ce problème ne se pose pas. Mais techniquement parlant, pour vous, c'est vraiment un problème que vous ne réglez pas. Ce n'est pas à vous de régler ce problème. C'est la solution. Si vous travaillez avec Accent Server, c'est lui qui règle ce problème. Mais pour vous, l'Event Store, c'est une base de données. Et après, donc, si vous voulez utiliser une base de données, si vous voulez faire votre implémentation personnalisée vous-même, ben si vous utilisez par exemple MongoDB, bon, ça y est, MongoDB, donc déjà c'est un système qui est scalable, donc vous êtes dans un écosystème Big Data. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais un Event Store, il est fait pour stocker une grande quantité de données. Donc, c'est vraiment la mine d'or de tout le système d'information, c'est Event Store. Ben, il dit donc qu'il faut savoir le conserver, il faut savoir le sécuriser, il faut savoir, etc. Donc, ça, c'est une autre histoire. Mais tout ça, ça fait partie des solutions qui existent déjà, donc il n'y a rien, donc il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pour répondre à la question de Kamel. Alors, je pense qu'il y a également une question, Java Record, c'est Yacine. Donc, Java Record peut faire l'affaire dans le module, oui, oui. Pour les DTO, oui, tout à fait, vous avez raison. Alors, Rabia et Salam, Almania. Merci, merci Rabia. Il est 22 heures, donc je suis très, très ravi donc, de partager avec vous donc, ce webinaire. Alors, ce n'est pas la fin, mais c'est une série. Donc, ça, c'est pour monter en compétence dans des technologies qui sont très prometteuses, qui sont vraiment, pour moi, c'est le présent et le futur, c'est ça. Alors, moi, si vous voulez revenir au passé, donc, ce qui fait, mais je ne vous dis pas que, c'est-à-dire, quelle que soit l'application que vous allez développer, vous allez adopter c'est-à-dire cette architecture, non. Moi, personnellement, donc, pour chaque type de projet, j'utilise l'architecture la plus simple, et parfois, mais il se trouve que si vous avez la maîtrise de cette architecture, alors croyez-moi que peut-être au début, ça peut vous paraître un peu, on écrit beaucoup de code, mais au fil du temps, parce que par exemple, cet exemple-là, pour le développer, donc ça m'a pris 2 jours. Voilà. Alors donc ça a pris 2 jours, donc c'est-à-dire pas en continu, c'est-à-dire, mais c'est parce que c'est un peu une façon de travailler que j'ai déjà. Donc si vous avez cette façon de travailler, vous allez voir que vraiment vous êtes sur Alors, moi, ce qui me plaît dans cette architecture, c'est que j'ai l'impression que chaque chose que vous faites, vous êtes déjà sûr que ça va marcher. Il y a des petits problèmes, mais vous êtes vraiment, parce que vous avez un framework qui vous guide, qui vous dit, voilà, vous créez les commandes, vous créez les queries, et vous avez juste à appliquer. Donc, vos développeurs,
s'il respecte, c'est-à-dire cette architecture, ben, vous êtes sûr que vous allez avoir une application qui est très bien organisée. Alors, je n'ai pas montré la partie donc Angular aussi. Dans la partie Angular, il faut utiliser NGRX. Donc, et dans le code que je vais partager avec vous, donc je montre un peu les bonnes pratiques parce qu'en fait, pour pouvoir travailler avec NGRX, donc il y a des versions. Il se trouve que la dernière version, c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire il facilite beaucoup en fait, le travail. Donc, c'est pour cela que donc, je vous recommande de regarder le code source de la partie Angular aussi, pour voir aussi quelles sont les bonnes pratiques à utiliser pour la partie Angular. Voilà. Alors, je n'ai plus rien à dire. Je n'ai même plus l'énergie de dire des choses si je veux les dire. Donc, c'est pour cela donc, je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère vous retrouver dans une prochaine, voilà, dans un prochain webinaire, Inch'Allah.